life was like a box of chocolates. Tu as confiance en moi? The Pop and Love Chronicles. And I love you. The Pop and Love Chronicles. Pop And Love. Quand la pop culture rencontre Le développement personnel et relationnel. Non mais oh! Comment tu parles de ton père? Jetez-moi ici. Moi c'est Julien Et moi c'est Eugénie. Jack, je vole! Pas de bras, pas de chocolat. The Pop and Love. Chronicles. Salut Eugénie, comment ça va? Coucou Julien. Je me suis un petit peu bousculée pour te faire coucou. Ça va bien? Et toi? Très bien, comme un homme qui sort de la sieste et qui suit son planning d'enregistrement pour ce 8e épisode de The Pop and Love Chronicles, où on va parler dans cet épisode 8 de Je suis Céline Dion, le documentaire qu'on a regardé pendant les vacances. Et c'est vachement intéressant parce qu'on a beaucoup échangé à ce sujet. Donc je suis très heureux quand même de le faire, même si les énergies sont basses, chers amis. Mais vous allez voir, ça va remonter parce que on adore faire ça. Et il faut juste se lancer. Et si vraiment au bout de 5 minutes ça passe vraiment pas, là on a le droit d'arrêter. Mais en vrai, ça passe tout le temps. On l'a bien vu quand on était malade. Donc c'est pas parce qu'on se réveille d'une sieste que ça va pas le faire. Comment t'es Puis toi? maintenant, c'est notre modèle. Enfin, pas nécessairement le mien, mais le tien. Oh, quand même, cet épisode qu'on a fait quand on était malade. On avait des voix ASMR, on parlait tout calmement. C'est ça qu'il faut faire cette année. Donc, je pense que Julien, en fait, ta prophétie est en train de se réaliser. Tu vas être tout calme. Tu vas pas manger tes mots sur cet épisode parce que tu sors justement de la sieste. Et c'était ton souhait d'être dans cette énergie-là. C'est vrai, j'aime bien une énergie plus calme de base parce que il y a de la fatigue, mais aussi parce que ça me permet d'être dans un système nerveux plus apaisé. Et je trouve que les personnes qui nous écoutent, et comme moi j'écoute aussi des personnes qui s'expriment aussi calmement, je vais quand même manger mes mots, bah c'est vachement agréable parce que ça pose et qu'on est toujours sur quelque chose de très dynamique sur les réseaux sociaux. Déjà le format podcast c'est un format long, donc c'est un format où on prend plus de temps et les personnes qui nous écoutent vont être dans des énergies de je marche, je fais à manger, je fais du ménage et j'ai quelque chose de beaucoup plus calme aussi dans l'écoute, donc le message passe beaucoup plus. Donc je trouve que c'est au service, mais le but c'est aussi d'être en haute énergie pour être calme et pas forcément attendre d'être défoncé ou malade ou en retour de sieste pour toucher cette vibration et ce rythme-là. T'arrives dans quelles énergies, toi, dans ce 8e épisode? Alors, moi, surprise, je sors de la sieste également. Donc, je suis dans une énergie je viens de me réveiller, il faut articuler. Mais voilà, cet épisode, ça fait longtemps qu'on en parle entre nous. Enfin, longtemps, toute proportion gardée. Vu qu'on a dû voir le documentaire il y a une semaine, max. On en parle quasiment tous les jours d'une manière ou d'une autre parce que ça nous a marqué. Donc, je pense que faire cet épisode, ça va quand même relever les énergies. Et avant, j'avais envie de parler de la rentrée et de Juno. Mon accompagnement qui s'appelle Réveiller a des modifications ce début d'année. Et tu rentres dans l'accompagnement. Il y a 3 live groupes par semaine. Et il y en a un que j'alterne le mercredi et un autre le mardi, qui était avec une ancienne partenaire mentor qui s'appelle Laurence, qui était sur le design humain. Et toi, tu arrives aujourd'hui dans cet accompagnement. En tout cas, on va le tester en janvier. Et tu vas venir dans quel rôle et avec quelle teinte pour accompagner mes clients et mes clientes de Réveiller, qui est un accompagnement pour développer son activité en ligne, tenir le cap et faire circuler l'argent dans la structure qu'on met en place pour ces personnes. C'est intéressant que tu présentes ça parce que j'ai pas eu le temps vraiment d'y réfléchir. Donc, la première chose qui me vient, la teinte. La teinte, c'est quand même la santé mentale et l'hygiène de vie dans tous les sens du terme. Donc, j'imagine que je reprends un peu ma casquette de début de carrière quand j'étais chargée de production dans l'animation. Mais en rajoutant cette teinte de thérapeute que j'ai eue quand je suis partie en Angleterre et que j'ai fait une reformation professionnelle. Et je combine les deux en arrivant pour aider la structure qui permet la liberté, l'efficacité et en même temps le respect de qui on est, de la charge mentale qu'on s'impose et de notre hygiène de vie intérieure. Voilà, donc hygiène de pratique professionnelle combinée avec hygiène de
hygiène de vie intérieure pour faire un ensemble harmonieux et juste faire la vie et le business sans se faire un burn-out. Et ça va très bien avec l'épisode d'aujourd'hui d'ailleurs. Exactement, il n'y a pas de hasard. Et c'est ça, faire la vie vraiment sans se cracher, sans aller à la force de son mental, repousser ses limites qui finalement nous font casser la machine. Et notre corps n'est pas une machine, c'est une belle comment on pourrait dire, c'est une harmonie vivante incroyable et avec un subtil équilibre à respecter. Et souvent, le mental vient tout casser parce qu'il va forcer sur un rythme qui n'est pas le rythme naturel, en lien avec les saisons, en lien avec le nombre d'heures qu'on travaille, le stress qu'on impose, et puis nos vies actuelles avec les réseaux sociaux, avec toute cette intensité très très forte, plus la vie à côté, couple, relations et compagnie, enfants et toutes ces contraintes et ces challenges. Et moi, j'avais l'idée de te dire que tu étais comme une Marie Kondo, mais tu vois, de la santé mentale et de l'organisation de ce qui se passe à l'intérieur de nous qui, en miroir, amène du chaos à l'extérieur de nous. Ça te parle ? Oui, bah oui. Rendre des comptes, ranger dans des cases, c'est pas vraiment des... Ça fait pas envie, dit comme ça. Mais en vrai, c'est nécessaire. On a besoin d'être assez clair. Il y a une vraie dimension actuellement dans nos vies il faut faire du tri de toute façon parce qu'il y a pléthore de choix dans tous les domaines possibles et inimaginables. Même nous, à notre échelle personnelle, les choix que nous avons pour nous réinventer sont multiples, incroyablement multiples maintenant, sans parler des informations qui nous arrivent, du multitasking constant de nos vies. Eh bien, on est obligé de faire le tri et de ranger. Et je pense que peut-être cette question se posait moins, peut-être. Il y a encore pas si longtemps que ça, mais depuis l'avènement d'Internet, et on envisage, on imagine, ce sont des suppositions, mais à mon avis, on y va grandement, vu l'intervention des intelligences artificielles maintenant dans nos vies. Et il va y avoir, en tout cas dans ce moment de transition, en attendant que peut-être les intelligences artificielles nous facilitent le travail au quotidien, je ne sais pas, on peut rêver. Je pense que ça nous ferait du bien si c'était mis à... Oula, j'ai du mal à parler moi aussi. Si c'était mis à... Oh, je ne trouve pas le terme. Bon, si ça nous servait à ça, voilà, on va repasser sur des mots simples et des phrases simples. En attendant, dans cette étape de transition, je pense que, et on en parle, toi et moi, mais je crois qu'aussi on en parle de plus en plus dans cette conversation globale, c'est important de se faire accompagner pour bien faire la vie. Et moi, on le dit souvent, je le dis souvent dans les épisodes ou même quand j'ai d'autres interventions, être entouré, aller voir un psy, un psychiatre, un psychologue, mais aussi un coach. Je pense que la multiplicité des intervenants de la santé mentale est plutôt une bénédiction parce qu'on en a de plus en plus besoin et on sera de plus en plus nombreux, à mon avis, dans l'avenir, à faire appel à ce soutien juste pour faire la vie, le temps qu'on se réadapte ou qu'on trouve une forme d'équilibre. Et là, à mon avis, on est dans l'œil du cyclone, on s'en rend pas bien compte, mais j'imagine que depuis la révolution industrielle et jusqu'à ce que les intelligences artificielles nous emmènent dans une réalité différente, on est vraiment dans une période de transition très très rapide pour l'être humain qui, lui, met un temps incroyable à créer de nouvelles habitudes, à se sentir en sécurité dans de nouveaux environnements, quoi. On a besoin d'aide dans cette transition. Tu parles de révolution industrielle et ça me fait penser à une espèce de révolution de la santé mentale ou du bien-être humain qui devient une priorité depuis le Covid, quoi. Qui devient vraiment une transition mais sociétale immense qui est en place et qui va grandissante, comme le marché de l'accompagnement est vraiment exponentiel et va l'être de plus en plus parce qu'effectivement l'humain a besoin d'aide et de transition dans sa santé mentale en particulier, qui va amener la santé physique aussi par rapport au choix, par rapport à ce qui va être fait, mais ça va passer par ce qui se passe là-haut. Et je pense que cette période elle est vraiment exaltante et en même temps challengeante, mais beaucoup de personnes se lancent et c'est pas pour rien. Beaucoup de personnes vont faire aussi des erreurs et d'autres vont être vraiment douées et va falloir suivre des personnes qui grandissent et qui apprennent vraiment leur métier aussi, beaucoup sur le tas et d'autres avec des écoles et qui mettent de la conscience dans tout ça. Mais je trouve qu'on va avoir de plus en plus besoin de ces accompagnements. Il n'y a pas que les sportifs ou les stars, et on va revenir sur Céline juste après là-dessus. D'ailleurs, elle en aurait besoin beaucoup, on se dit d'accompagnement de notre point de vue, mais c'est tellement fondamental aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment sociétal et mondial, en tout cas dans les sociétés plus avancées occidentales, quoi. Oui,
Oui, puis c'est peut-être, ça me fait penser, tu vois, tu parlais du Covid, évidemment, le Covid a révolutionné tellement de choses, et on est encore en train d'en voir les conséquences. Je me souviens avoir eu cette conversation avec Caroline, la petite mamie qui s'occupe de Violette quand elle est en Angleterre, qui elle vient d'Amérique et me disait la dernière fois que moi j'ai connu quelque chose d'équivalent au Covid et à tous les changements, les bouleversements sociétaux qui en ont découlé, c'est quand on a eu la polio en Amérique et c'était une tragédie. Alors on n'est plus dans la même mentalité parce que la libération de la polio, c'était quand même, à l'époque, l'arrivée du vaccin contre la polio. C'était quelque chose d'incroyable. On n'est plus trop dans ces mentalités, et on l'a vu avec notamment la résistance à la vaccination par rapport au Covid. Mais la libération serait du coup, j'imagine, d'inventer un outil de santé, on va dire, autre que le vaccin. C'est un autre débat. On n'est pas en train de dire le vaccin c'est bien, c'est mauvais. C'est un autre débat qui est au-delà peut-être de nos compétences d'en parler. Mais on pourrait éventuellement avoir cette conversation un jour, mais pas aujourd'hui. Réinventer la santé, aujourd'hui, ce serait quoi ? Ce serait effectivement peut-être l'apparition de nouveaux métiers autour de la santé mentale. Parce qu'on voit bien l'effondrement statistique, et chez les jeunes, c'est une catastrophe. De la santé mentale. Enfin, les plus jeunes populations en sont victimes. Donc, il y a quelque chose au niveau de l'évolution. Les adultes, ça va. Mais les enfants et les ados, ça va beaucoup moins. Il faut faire quelque chose pour réinventer notre façon de faire la vie, pour que les plus jeunes générations puissent continuer la pérennité de l'espèce, quand même. Ça vient dire quelque chose. Il y a donc des solutions à trouver. Tout à fait. Et on a besoin aussi de modèles inspirants et influents, comme des stars, comme des personnalités publiques, qui ont des messages à transmettre. Et je trouve que dans la jeune génération, il y en a beaucoup qui transmettent ça, comme on a vu Léna Situation faire un documentaire sur le fait qu'elle avait arrêté, je crois, pendant un mois les réseaux sociaux. Là, j'écoutais Inox Tag qui a fait un documentaire c'est un YouTuber aussi, qui est allé gravir l'Everest et qui du coup aussi s'est coupé des réseaux sociaux. Il y a plein de jeunes générations qui sont en train de transmettre ça, les amis, les écrans peuvent avoir aussi des grandes implications alors qu'ils ont passé leur vie depuis qu'ils ont 10 ans dessus, quoi. Et je trouve ça génial. Mais aujourd'hui, on en arrive, et c'est là où j'ouvre la porte sur le documentaire Je suis Céline, à des stars et des personnalités du monde dit d'avant qui en arrivent à se cracher et à être vraiment à côté de la plaque de l'époque dans laquelle on est, avec le côté de la prise en compte de la santé mentale ou autre. Je serais curieux de voir le regard de ces jeunes gens sur le documentaire de Je suis Céline, et de personnes qui aujourd'hui ont une connaissance du burn-out, de tout ce qui est système nerveux explosé, de tout ce qui est mentalité toxique et dépendante, comme on va le voir dans le documentaire de Céline, avec nos yeux, avec notre regard et notre compréhension, avec une proposition d'angle de vue. D'ailleurs, tu peux nous faire un petit spoiler et un petit cadre avant de développer ce qui se passe dans ce documentaire, Ginny? Voilà, oui. Je finis sur ce que tu dis. Il me semble pas inintéressant de citer le TED Talk de Elizabeth Gilbert sur la créativité et sur... je vais pas rentrer dans le cœur du sujet du TED Talk, mais cette conception que l'artiste, de manière générale, est de toute façon tourmenté et suicidaire et dépressif et je pense qu'on vient effectivement, avec les nouvelles générations, de scinder quelque chose. Il y a quelque chose, me semble-t-il, de plus réflectif des nouvelles générations qui fait et moulé dans un monde dans lequel Internet est déjà présent quand ils naissent et où les réseaux sociaux ne leur sont pas étrangers, ont cette capacité à la transparence et à nous dire, et on l'a vu là, puisqu'on enregistre, on est tout début janvier 2025, ont la capacité de nous dire en toute transparence, voilà, cette année j'ai eu des très très grandes réussites, et les chiffres d'affaires et les trucs et les machins, mais j'ai fait un burn-out, mais il m'est arrivé ça, et je trouve que ça y est, enfin, on se retourne vers qu'est-ce que c'est la célébrité, qu'est-ce que c'est la réussite professionnelle, et est-ce que vraiment on peut réfléchir ensemble à juste survivre et gagner en santé mentale. Alors le spoiler, c'est évidemment, on va vous spoiler le documentaire.
comme dans tous nos épisodes de Pop and Love Chronicle, le matériel dont on parle est spoilé du début à la fin. Mais surtout, c'est une conversation, je crois, c'est peut-être la conversation la plus sensible qu'on ait eue, me semble-t-il, jusque-là. Parce que, on prend l'exemple de Céline Dion, qui est le caractère, en anglais, le personnage central. J'utilise le mot personnage, je vais le garder. C'est la personne centrale, mais finalement, c'est le personnage central de ce documentaire. Et c'est une proposition de conversation autour de ce qui nous est présenté dans ce documentaire. Nous n'avons pas tous les tenants et les aboutissants. Nous n'avons pas la science infuse. Nous ne sommes même pas des spécialistes de la neuroscience. Voilà. Par contre, nous avons vu des choses dans ce documentaire qui nous ont interpellés pour des raisons qui nous appartiennent. On a mis ça en commun. On a eu des conversations avec d'autres personnes, on en parlera aussi sur ce sujet-là, qui, spoiler, on va certainement parler de ma mère. Ma mère a une fibromyalgie, et ça s'apparente beaucoup, quand elle a vu le documentaire de Céline, les crises de Céline s'apparentent beaucoup aux crises que a fait et continue périodiquement à faire ma mère. Donc on a sorti cette conversation du cadre de Julien Eugénie. Néanmoins, il n'est pas impossible que ça vienne vous gratter et gardez l'esprit ouvert, prenez ce qui résonne avec vous, jetez le reste ou engagez-vous dans la conversation avec nous en nous laissant des commentaires, par exemple. On reviendra vers vous. Super, merci beaucoup Eugénie. Et il parle de quoi ce documentaire de Je suis Céline ? 1h40 sorti en 2024 sur Prime, nous on l'a vu sur Prime Video. Prime Video, alors c'est 1h40 de la vie de Céline. Le postulat de base, c'est de nous montrer sa, je cite, bataille contre la maladie, puisqu'elle a le syndrome de l'homme raide. Et que ça, elle l'aurait caché à son public pendant une petite trentaine d'années. Je crois qu'elle dit que ça a commencé il y a 27 ans dans le documentaire. Donc si on compte le montage, la sortie du documentaire, ça doit faire à peu près 30 ans. Et donc on la voit chez elle majoritairement dans le quotidien de cette maladie qui donc se déclare sous forme de crise. Et ça, c'est dans les épisodes qui se voient, des crises de tétanie où son système neurologique prend le dessus. Ce sont ce qu'on appelle les nouvelles maladies. Moi, quand ma mère a développé ces symptômes, il y a à peu près une vingtaine d'années, pareil, c'était difficile d'en parler. C'était pas pris en charge par la sécurité sociale, tout ça. Donc, ça se manifeste sous forme de crise où le corps est paralysé, on ne peut plus parler, on ne peut plus marcher, les muscles tétanisent. Mais il y a aussi des répercussions invisibles où la personne souffre de spasmes, de mouvements involontaires, de douleurs. Ça ne se voit pas forcément quand on est à côté de la personne, mais la personne le vit également. Et puis il y a toujours, c'est pas cyclique, il y a toujours une espèce de qualité aléatoire au déclenchement de ces crises et de la souffrance qui va avec. Donc il y a des jours tu te réveilles ça va bien, il y a des jours tu te réveilles ça va moins bien, il y a des jours tu te réveilles ça va bien, puis en cours de journée il se passe quelque chose, t'as un stimulus de lumière ou de son qui fait que paf, il y a une crise qui se déclenche. Voilà, donc le documentaire suit Céline dans son quotidien, prise de médicaments, visite de professionnels médicaux et quid de sa carrière. Et on a des séquences rétrospectives sur effectivement son enfance, son entrée dans le monde du spectacle, sa carrière, ses chansons, ses concerts, sa relation avec son mari qui est depuis décédé, ses enfants, tout ça. Et dans cet épisode, dans ce documentaire, on voit à quel point on parlait avec Eugénie de personnalité titanique. Et on en a parlé, je crois, dans le bilan aussi par rapport à cette année 2025, de l'idée de l'importance de la santé mentale et d'en finir avec ces générations qui, contre vents et marées, avançaient quand même en mode « je suis insubmersible, je suis plus fort que tout, je suis cette star incroyable et je m'arrêterai jamais ».
Et s'il faut, elle le dit très bien à un moment dans le documentaire, j'irai en rampant, quoi. Si je peux pas marcher, je ramperai, j'irai à genoux, je ne sais plus, si je peux pas courir, je marche, et sinon je vais y aller en rampant. Et donc il y a vraiment l'idée de je lâcherai rien. Et c'est plus du tout le corps qui est du coup écouté. Et à un moment, elle en parle dans son documentaire, c'est ma voix que j'écoute, que je suis. Mais à un moment, elle arrête d'écouter sa voix parce que c'est sa tête qui prend le dessus. Non, tu as des spasmes dans les cordes vocales. C'est un message hyper clair de ton corps. Elle ne s'arrête pas, elle continue de chanter. Et elle tire jusqu'en arriver effectivement à ce qu'un corps se raidisse et l'empêche d'aller plus loin parce que ça devient la seule possibilité pour le corps de survivre. Et moi, dans ma grille de lecture, c'est vraiment d'apprendre à écouter tous les messages du corps qu'il vient nous indiquer en avance des futurs problèmes qu'il pourrait se passer. Et que s'il y a une problématique n'importe où elle se trouve ou une maladie, c'est qu'il y a un message. Et que là, c'est un message immense qui n'est pas écouté. Et comme le Titanic qui se sentait insubmersible, qui finalement finit au fond de la mer. Et ces personnalités-là, c'est là où on voit qu'il y a l'ego qui prend le dessus pour ne surtout rien lâcher. Comme tu disais, pour ne surtout pas montrer de failles, de vulnérabilité par peur d'être rejeté. On verra le PKS qui serait intéressant d'imaginer dans ce qu'on a vu par rapport à ça. Mais on voit que c'est que de l'émotionnel qui vient tenir le cap dans une direction qui amène droit à l'iceberg. Et tu parles de 27 ans, je crois que c'était 17 ans. Il faudrait revérifier ça. J'ai un doute sur 27 ou 17. J'ai un doute maintenant. Je suis désolée, j'aurais dû prendre des notes le long de cet épisode parce que, on a trop l'habitude de le long de ce documentaire parce qu'elle dit un certain nombre de choses littéralement qui sont vraiment très intéressantes à analyser et qui vont toutes dans ce sens-là. Et quand tu fais le rapprochement avec le Titanic, il y a presque un mauvais jeu une mauvaise blague là-dedans puisque Céline Dion est la chanteuse qui a fait l'emblème du film Titanic, sa chanson phare justement. Mais ça reprend effectivement ce qu'on disait dans notre épisode d'Astro Coaching sur 2025 que vous pouvez aller voir sur notre chaîne également, où astrologiquement il y aurait cette invitation cette année, en tout cas l'initiation de cette invitation cette année avec le passage de Neptune en Bélier, à désintégrer, flouter le rapport au moi-je. Moi, je suis infaillible, moi, je suis fort, moi, je suis le Titanic, moi, je suis insubmersible. Il y a aussi Saturne qui alors je le dis de mémoire, donc je veux pas vous dire de bêtises, il y a Saturne qui va passer en Bélier, et donc là, on est aussi dans l'insubmersible n'est pas la force la plus grande du monde. Il y a toujours des règles qui dépassent l'insubmersible, des notions, des temporalités, des lois qui sont incompréhensibles par l'être humain. Genre, le Titanic est là. Alors, peut-être qu'on aurait pu prévoir, c'est une autre conversation. Les documentaires nous l'ont montré, mais le Titanic est là. Moi, je ne coulerai jamais, mais l'iceberg est là aussi. Et donc, le Titanic, fort de se dire je ne coulerai jamais, se prend quand même l'iceberg et coule. Céline Dion, c'est dans ce documentaire. Alors on fait aussi avec ce qui nous est présenté, parce que le documentaire, par ses choix de montage, ses choix de séquence, nous propose une narration qui n'est pas la réalité avec un grand R. On est bien d'accord. On fait avec ce qu'on nous montre, et ce qu'on nous montre, c'est effectivement une personne institution. On l'a vu encore avec les Jeux Olympiques. Elle passe encore. On a vu une séquence que je t'ai envoyée l'autre jour. Elle passe encore sur mon mur Instagram, sa prestation des Jeux Olympiques. On est sur une personne institution qui finalement représente les grandes institutions qui nous entourent et qui aujourd'hui sont un petit peu en train d'être déchues. Regardez, quand on était petit, alors je parle pour les gens qui sont autour de la quarantaine, d'accord ? Quand on était petit, Hollywood, c'était quand même quelque chose. Les acteurs hollywoodiens, vous regardez le red carpet des Oscars, vous avez, je sais pas, Julia Roberts, Sharon Stone, Richard Gere, Dustin Hoffman, que des entités. Tom Cruise, il est toujours là, mais que des entités qu'on connaît. Là, vous regardez le red carpet, on connaît pas tout le monde. On n'est plus du tout dans cette l'illusion, le monde du spectacle, ces personnes qui font le spectacle. Oh mon Dieu, on est en train de désacraliser quelque chose. Peut-être pour le pire, peut-être pour le mieux. Il n'y a pas de jugement de valeur là-dessus. Où finalement nos stars,
ne sont plus quelque part dans le firmament, mais deviennent des personnes comme nous. Et donc on le voit avec les influenceurs, on le voit avec les gens qu'on suit sur Instagram, et même les chanteurs, les chanteuses, beaucoup plus de proximité. Dans une toute petite mesure, je sais pas, je pense au Vendée Globe Violette d'Orange qui a son thread sur Instagram. On est dans quelque chose. La proximité s'est installée, ça y est, entre les personnes entités et entre guillemets les spectateurs, le public. Vous appelez ça comme vous voulez. Du coup, ces insubmersibles comme Céline Dion, qui sont encore dans un âge où il leur reste de la vie. Parce qu'évidemment, les grands monstres du cinéma, malheureusement, sont en train de partir au fur et à mesure. On a perdu Maggie Smith il y a pas très longtemps, par exemple. Voilà, on est en train de les perdre parce que le temps continue à avancer. Mais enfin, Céline Dion, elle a encore beaucoup de vie à vivre, mais elle représente cette ère de gloire de l'idole, avec toutes les problématiques qui vont avec. Et là, le documentaire nous montre absolument cette facette-là. Ouais, c'est clair, c'est ce que tu dis est très juste et très intéressant. Et j'aime bien cette idée d'idole, c'est fini ce côté d'idolâtrer. Et t'en parlais pareil, dans le bilan astro, regardez, il est vraiment cool pour cette année, par rapport à la spiritualité et de ne pas aller dans la secte, tu vois. Ça serait l'extrême, ça serait la secte. Et ben, pour moi, l'idole qui étaient les stars d'antan ou les Beatles, où on voyait à l'époque aussi, où les femmes complètement à fond se jetaient, où Claude François et compagnie, il y avait toute cette idée on en faisait tellement on était en manque, nous, de pouvoir idolâtrer les parts de nous, qu'on allait se projeter sur les autres dans la pure folie par moments et les excès incroyables. Et toute cette époque a transitionné vers quelque chose où ça s'horizontalise. Tu parlais de red carpet, en fait, finalement, on va avoir des gens qui peuvent être des stars sur les réseaux sociaux. On va avoir plein de personnes qui ont développé une compétence, ou que ça soit juste dans les émissions de télé-réalité qu'il y a eu un peu aux années 2000 et compagnie, ou un peu après. Donc dans l'idée, c'est qu'aujourd'hui, ça s'horizontalise. Tout le monde peut avoir justement sa communauté, son impact, son influence, parce que c'est accessible à tout le monde et pas qu'aux personnes qui sont acteurs, comédiens, chanteurs, chanteuses. Et qu'aujourd'hui, le net a complètement changé ça. Et puis, chacun peut devenir son idole, son propre héros, héroïne de sa vie, de son monde, et que chacun peut monter sa cathédrale, peut monter son univers sans jalouser les personnes que l'on voit autour, et même faire beaucoup plus d'influence que des personnes pourraient le faire à la télé ou dans le cinéma aujourd'hui. C'est incroyable l'exponentialité des réseaux sociaux pour ça. Et qu'effectivement, on en vient... En regardant Céline, en regardant le regard que l'on a aujourd'hui, nous, par rapport à la santé mentale, par rapport à l'émotionnel, par rapport au spirituel, à se dire, mais cette personne si institutionnelle, si puissante, si connue, elle a personne pour venir l'aider sur le schéma que l'on voit émotionnel, mental, de je force, je suis insubmersible, j'ai rien lâché, mais mon corps est en train de péter dans tous les sens, alors que tout Hollywood est quand même hyper branché, en général, à des pratiques aussi de l'invisible. Le nombre de personnalités où tu en vois plein, sur YouTube qui ont fait de l'ayahuasca et compagnie, il y a quand même une ouverture, il y a le peyote aussi avec au Mexique, il y a des champignons, il y a plein de trucs, et on se dit c'est marrant que ça c'est pas du tout infiltré dans son univers à elle pour dire peut-être tu vas te soigner d'une autre manière, peut-être qu'on va aller entendre des messages d'ailleurs, et peut-être que tu vas arrêter de chanter, peut-être que tu vas te poser, peut-être que tu vas changer ton mindset sur l'idée il faut absolument que je chante sinon ma vie ne sert à rien. Et tu vas basculer dans une réalité différente. Et on a vu un super documentaire de John Williams hier où on voyait que cette entité-là était capable, lui, de se dire tiens, je vais faire de la musique déjà toute ma vie. Et il a fait genre, mais vous imaginez même pas à quel point il est quand même incroyable cet homme. Regardez le documentaire, de toute façon il a tout fait en musique, en passant Star Wars, Indiana Jones et compagnie. Et il continue, il a fait son école et il transmet et il est à 90, je sais pas, au moins il a au moins 90 ans cet homme. Oui, je crois, oui. Il continue à faire de l'orchestration, à faire des musiques et puis à transmettre. Et pourquoi ça rentre pas dans l'univers de Céline Dion? De se dire, mais regarde, tu peux tout à fait exister, être cette femme incroyable tout en transmettant ce que tu as appris, mais en disant peut-être que je vais arrêter de chanter. J'imaginais à une époque peut-être tous les jours. Elle s'enfermait à Las Vegas dans la cité du jeu et du divertissement et des vices pour que ça ne s'arrête jamais, matin, midi et soir. Le spectacle, le show, le public. Et en fait, on regardait une dépendante qui était en manque de sa dose et qui avait les conséquences de cette pratique-là régulière. Et sans la juger, sans quoi que ce soit, je vois Céline Dion comme chacun et chacune sur cette terre comme un merveilleux cadeau de la vie. Mais j'aurais trop aimé pouvoir échanger avec elle et dire mais
Viens, on fait quelques phrases, viens, on essaye de peut-être changer l'angle de vue que tu as sur toute ta carrière, sur tout ce que tu as fait, et surtout de venir d'une famille de 14 enfants, de toute ta lignée. Il y a des super schémas là qui se sont construits, qui t'emmènent aujourd'hui à vivre, selon moi, dans ma réalité, cet arrêt brutal de ton corps par intermittence. Mais si tu continues, ça va imploser parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Il y a beaucoup de sujets là-dedans, hein. Effectivement, Las Vegas, premier sujet. Las Vegas, on sait qu'elle est là-bas parce qu'elle a sa salle de concert et qu'elle faisait 1 à 2 concerts par jour à une époque. Je ne sais pas quand est-ce que ça s'est arrêté. J'avoue, je n'ai pas remonté les données après avoir vu le documentaire. J'ai vu le documentaire et on s'est dit, on va en parler. Voilà. Donc, on manque certainement de données. Mais Las Vegas, c'est la ville de... moi, personnellement, j'y suis jamais allée, mais j'ai entendu les retours de mon ex-partenaire, le père de ma fille, qui avait un souci d'abus avec les substances. Et à chaque fois qu'il partait en voyage d'affaires là-bas, il me disait c'est un endroit extraordinaire, complètement hors du temps, en plein milieu du désert, une ville, un endroit, un espace complètement dédié à l'entertainment, le jeu, le divertissement, la richesse, les excès, vraiment hors du temps, donc déconnecté. Céline Dion est là, et tout le documentaire, elle est là, chez elle. Sa maison, c'est là-bas. Donc il y a déjà quelque chose de... Céline Dion qui veut sortir pour aller se promener dans les bois ou aller voir la mer, c'est pas possible. C'est une prison, c'est un Neverland, hein, c'est le lieu de vie de Peter Pan et des enfants perdus dont on ne peut pas s'échapper. Alors évidemment, tout est relatif quand je dis ça. Évidemment qu'on peut prendre un avion et les transports. mais vous voyez l'idée, à son moment le plus bas et dans cet état de vulnérabilité, c'est là-bas qu'elle gère sa rémission. Avec donc les professionnels qui l'entourent, encore une fois, de ce qu'on nous donne à voir, on voit pas vraiment son équipe de remise en forme, on va dire. On voit le masseur thérapeute sportif qui s'occupe de sa gestion musculaire et qui lui fait des massages et des étirements et tout va bien. L'équivalent d'une infirmière, j'imagine, qui l'aide à prendre ses cachets. Le matin, je crois que c'est un matin qu'on nous la montre. Mais en tout cas, on la voit à d'autres moments du documentaire prendre ses cachets elle-même. Elle a beaucoup de cachets. On nous montre bien les piluliers, hein. C'est assez effrayant. Et elle nous dit dans un des passages que ça a commencé avec un cachet parce qu'elle avait des spasmes aux cordes vocales. Et puis bientôt, il a fallu en prendre 2 et 3. Et ça a été exponentiel. Donc, et sinon, dans les gens qui l'entourent, il y a ses 2 enfants, les plus jeunes, les jumeaux. Et puis, l'équipe qui l'aide à faire sa musique. Donc, d'après moi, ce que j'ai compris, elle a un studio d'enregistrement chez elle, mais j'ai peut-être tort, parce qu'on la voit en voiture aussi, elle va faire des doublages de films et des choses comme ça. Donc, elle ne s'arrête pas de travailler. Elle réenregistre un album et on voit, grand moment de vulnérabilité, on la voit essayer d'enregistrer et le son ne sort pas. Et quand ça sort, c'est faux. Elle peut pas chanter normalement, ni dans le minimum de la capacité qu'on lui connaissait. Et les gars qui sont à la prise de son lui disent non mais c'est bien Céline, non mais c'est bien, et se pose du coup la question. Moi ça m'a interrogée, je me suis dit on n'est pas obligé de lui dire Céline c'est nul mais est-ce que on ne pourrait pas l'encourager à faire une pause? Est-ce qu'on pourrait pas l'encourager à reprendre demain? Est-ce qu'on pourrait pas juste lui dire d'arrêter? Parce qu'elle y va, elle force vraiment, et pas juste sur sa voix, on le voit sur son organisme. Et oh, breaking news, quelle surprise, un peu plus tard dans la journée, elle voit son thérapeute sportif et elle fait une crise devant les caméras. Pour finalement dire, après sa crise, mais est-ce que c'est parce que j'ai eu tellement de fun, est-ce que c'est parce que je me suis amusée dans le studio d'enregistrement que j'ai eu cette crise? Comme s'il y avait quelque chose de très injuste et de fatalement, injuste. À ce que, mais j'ai pris du plaisir, mais pourquoi ai-je cette crise alors? C'est bien qu'il y a quelque chose qui va pas et que... Mais Céline, c'est parce que tu as poussé tes limites et tout le monde l'a vu. Tu n'arrivais pas à sortir de son, t'en avais du mal à respirer, tu te stressais et t'avais une équipe autour de toi qui t'encourageait à continuer. Quand même. C'est ça qu'on nous montre dans le documentaire. Et je crois que je comprends le postulat de base. C'est de montrer que, oui, elle a caché à ses fans et annulé des concerts à répétition sous prétexte d'otite ou d'inflammation, sans donner la vraie raison. Et maintenant, elle veut montrer que c'est dur. Et c'est vrai que ça l'est. Que c'est dur, que c'est... ingérable, que c'est imprévisible, ça c'est sûr, le documentaire nous le donne à voir. Mais il nous donne à voir tellement d'autres choses qui en fait ne vont pas. Ça va pas par exemple. Elle est où son équipe? Moi j'aurais bien voulu la voir. Alors c'est peut-être par un souci de
d'intimité. J'ai pas le mot qui me vient. Tu sais, quand on veut préserver son intimité, qu'elle montre pas tout le monde, s'il y a plus de gens dans son équipe ou peut-être. Confidentialité, tu veux dire? Non, c'est pas ça. Le mot me vient pas, mais c'est pas grave. Mais c'est cette idée de. Non plus. Bon, c'est pas. De respect de la vie privée, tu vois. Mais c'est ça. peut-être. Mais voilà. Alors il y a ça qui va pas. Son discours, il y a des choses. On aurait envie. Si tout était permis, on aurait envie de l'arrêter pour lui dire. Est-ce que tu veux redire cette phrase et voir comment ça résonne dans ton corps. Tu vois, je te laisserai expliquer le moment des chaussures, qui est assez incroyable, et le moment où elle est dans son hangar, et elle montre tous les costumes, toutes les chaussures, tous ses souvenirs, ses meubles, les dessins de ses enfants, les jouets de ses enfants, les vêtements de ses enfants, qu'elle emmagasine dans ce hangar immense et qu'elle ne veut pas laisser partir. Et personne n'est là, en fait, pour l'aider à s'arrêter, à mettre un vrai masculin, une vraie limite, une vraie frontière, un stop, quoi. Un stop qu'elle est incapable de se mettre. Et on le voit dans l'histoire, quand on remonte de Céline, en tout cas de ce que j'en connais, de ce qu'on a vu, et de ce qui nous est montré, c'est une famille de 14 enfants. Le père travaillait beaucoup, évidemment il faut nourrir tout le monde, et que la mère était aussi pas mal débordée. Et que c'était un peu, très rapidement, on voit le moyen pour Céline d'exister que de chanter. Elle avait déjà une audience. Il y a quand même 13 personnes qui peuvent la regarder dans ses chanter. Donc c'est parfait. Et dans l'idée, c'est comme ça que je vais exister au sein de cette fratrie. Et le lien avec son mari René, qui est aussi son manager, mais qui fait quand même un rôle de père, on le voit bien, donc de figure masculine, dont elle a sûrement énormément manqué dans la présence physique et émotionnelle par rapport au débordement de cet homme et de ses enfants et de sa vie familiale et professionnelle, on voit bien qu'il y a à l'intérieur d'elle un grand manque, de mon point de vue toujours, de masculin, de cadre, de limite. Comment peut-on se dire je vais continuer à chanter, à faire un nouvel album, à faire des doublages dans différentes langues pour des documentaires ou dans des films où elle apparaît, quand je sais que c'est dangereux pour mon système, pour mes cordes vocales, que ça l'abîme, que ma jauge elle est toute petite par rapport à ce que je peux faire aujourd'hui, que ça remonte tout doucement et que j'ai besoin d'un grand temps de off, et que j'en viens à ne jamais écouter ce qui est bon pour moi, mais par contre les besoins extérieurs qui je dois plaire à mon public, je ne dois pas annuler des rendez-vous, des tournées, c'est eux la priorité, c'est leur regard, c'est leurs besoins, c'est leur joie, et c'est la paix pour eux et pas pour moi. Ce qui crée le cataclysme à l'intérieur de Céline, et jusqu'en avoir dans des moments clés, comme on l'entend dans le documentaire, au niveau des paires de chaussures, elle s'en fiche de la taille de la paire de chaussures. Si la paire de chaussures lui plaît, c'est la paire son corps qui va s'adapter à la forme ou à la taille qui va rester pour la paire de chaussures. Et ça, c'est incroyable. Elle disait, mais vraiment, une femme sait s'adapter à la paire de chaussures qu'elle désire. Et dans l'idée elle disait ça, genre, au magasin qui, par exemple, lui propose une paire, c'est pas quelle taille vous voulez, c'est quelle taille vous avez, et moi, je vais rentrer dedans, en fait. Et c'est ça la force, c'est vrai, d'un mental qui peut courber la réalité. Et parenthèse, on pense que c'est Céline qui a fait arrêter la pluie et qui a créé la pluie pendant les JO, parce que comme Céline arrive, elle voit une robe de pluie, elle a une robe de pluie, et comme par hasard, quand c'est elle qui chante, bim, la pluie s'arrête. Et c'est pareil, en mode personnalité Titanic, notre cher Thomas Joly, directeur artistique des Jeux Olympiques, dit de toute façon, il va pas pleuvoir, je suis béni des dieux, tout va bien se passer. Mais genre, une heure avant le début du spectacle, genre, mais il pleut, mais qu'est-ce qui se passe? Bah oui, il fallait juste prévoir peut-être qu'il allait pleuvoir et que tu pouvais avoir une autre manière d'organiser les JO si c'était le cas. Et donc ça, c'est très drôle, on est tellement sûr de soi, et c'est vrai parce qu'on peut transformer la réalité comme ça, mais quand on oublie qu'il y a quelque chose de plus grand, et que c'est une très belle leçon des dieux, de l'univers, de la vie, de vous l'appeler comme vous voulez, de nous montrer, mais non, vous n'êtes pas aux commandes, il y a un grand plan derrière, il y a un grand mouvement, tu peux nager dans le courant, mais il y a un courant en fait, et c'est hyper intéressant d'avoir cette humilité, de savoir qu'on n'est pas tout puissant, même si on a le divin à l'intérieur de nous, et heureusement qu'on est là pour l'apprendre en se responsabilisant, que en fait on n'est pas prêt encore à être ce Dieu tout puissant, parce que regardez, si on vous donne le pouvoir, ce que vous en faites les gars, donc prenez conscience de ça. Et si j'en viens comme Céline à venir courber, contraindre, forcer mon corps par la force de mon mental,
il y a forcément un moment, il y a un retour de médaille, sans mauvais jeu de mots, il y a un revers de médaille, il y a un retour de bâton, je vais mettre les expressions dans l'ordre, et c'est fou à quel point elle en souffre, et je souhaite absolument pas que Céline continue dans cette direction, alors que elle pourrait faire tellement mille autres choses avec tellement plus d'impact que de celui de je chante et je fais de la scène comme j'ai toujours fait toute ma vie. C'en est triste. Et c'est pour ça aussi aujourd'hui que moi ça donne de l'envie et de l'élan dans la transmission de ce que l'on fait, dans ce que tu vas faire toi aussi autour de la santé mentale, autre en lien avec ce que ta maman a vécu et des Céline ou des futures Céline. Mais arrêtez tout. En fait, on peut faire autrement. Il vous faut juste le temps d'introspecter, de libérer des choses, de comprendre et de voir à quel point en fait vous avez de la valeur de manière inconditionnelle et que tout ce faire vous emmène dans quelque chose qui va vous détruire ou abîmer tout autour votre famille, votre relation, votre pro, tout quoi. Stop. Il est temps de s'arrêter en fait. Aujourd'hui, c'est apprendre à s'arrêter, apprendre à mettre des limites, des frontières et créer un espace sain autour de soi, dans son intérieur, dans son mental et du coup aussi dans ses relations et dans sa vie et dans son agenda. Tu vois, c'est clair. Ouais, l'idée c'est pas de tomber dans un truc un peu ésotérique de j'ai des spasmes sur les cordes vocales, ça doit vouloir dire quelque chose de... Oui, c'est une partie de la conversation évidemment qu'il faut l'avoir. Nous on est passionnés par ça. Qu'est-ce qui se passe de façon pragmatique dans la 3D et qu'est-ce qui se passe de façon invisible dans la 5D, la 7D, tout ce qu'on veut. Donc j'ai 3D, j'ai des spasmes aux cordes vocales, je suis chanteuse. Stop, arrêtons-nous. C'est quand même un message très fort. Donc dans la 3D il se passe quoi? J'ai pris froid, j'ai trop chanté, OK. Dans l'invisible, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? OK. Et qu'est-ce qu'on fait pour réharmoniser tout ça pour que les spasmes s'arrêtent? J'imagine bien que Céline Dion a fait tout ce qu'elle a pu pour tout ce qu'elle a pu. Hein. On espère qu'elle a eu accès à beaucoup de choses, beaucoup de pratiques même dans l'invisible, mais ça m'étonnerait. Mais on espère pour essayer de faire s'arrêter ça. Mais c'est pas un mécanisme. On l'arrête pas. Il faut une réharmonisation. Et effectivement, on est avec quelqu'un de puissant qui, je pense, peut plier la réalité à sa volonté. Je pense. Parce qu'elle a travaillé toute sa vie dans la même direction, parce qu'elle a bougé des foules, elle a bougé l'humanité, c'est une icône, parce que n'allons pas plus loin que la Bible. Et on n'est pas nécessairement pratiquant, et vous êtes certainement d'une autre religion, et c'est OK. Texte archaïque. L'idole, c'est un problème. On nous le dit dans les 10 commandements. Dans les 10 commandements, pardon. Je réécoute la BO de la bande originale dans l'épisode avec Moïse. Les 10 commandements. On nous le dit quand il redescend du mont Sinaï avec les 10 commandements et que le peuple qu'il a laissé 3 secondes pour aller récupérer les 10 commandements s'est mis à idolâtrer un bœuf en or, je crois. Gros problème. Bah non. Il y a un vrai danger et on nous le dit depuis la nuit des temps et je suis sûre que indépendamment des religions ou des textes archaïques, on va retrouver cette idée-là. Que ça n'apporte rien de bon d'être dans l'idolâtrie. Avec l'idolâtrie vient un pouvoir, mais on n'est toujours pas au-dessus de ce qui est plus grand. Et encore une fois, c'est pas une histoire on n'est pas spécialement wouhou à dire ça, hein. Je crois qu'au travers des cultures et des époques, on a toujours prôné quelque chose de plus grand et on en parlait encore sur des programmes tels que les Alcooliques Anonymes et compagnie. Ça commence par la première étape, first step, ça commence par admettre qu'il y a quelque chose de plus grand que toi et que tu es impuissant face à ça. Point. C'est la première étape. Tant que t'as pas passé ça, t'avances pas dans le processus de guérison ou d'harmonisation. C'est pas possible. T'es obligé d'intégrer ça d'abord. Et Céline, c'est pareil. Alors effectivement, cet épisode des Jeux Olympiques, nous, on aime ce genre de démonstration parce que on est joueur aussi. On a vu cette interview il y a pas très longtemps de l'organisateur des JO qui disait que Céline a fait arrêter la pluie et tu l'as cité tout à l'heure. La costumière intervient sur cette interview, je crois, en disant que oui, alors Céline avait demandé une robe de pluie, mais alors c'est bizarre du coup, alors elle a fait s'arrêter la pluie. Oui, mais nous avec Julien on s'est dit quoi? Mais c'est elle qui a fait tomber la pluie en fait. Elle voulait une robe de pluie. Elle a eu la pluie, elle a eu sa robe de pluie, elle a eu la pluie, elle a chanté et au moment où elle a chanté, la pluie s'est arrêtée. C'est le moment qu'elle se destinait à avoir et je pense que c'est une telle idole qu'elle a eu effectivement la force d'une manière ou d'une autre de plier la réalité à sa convenance. Ça j'y crois. C'est une croyance. Donc ça n'engage que moi. Ce n'est pas une vérité absolue. Mais je pense aussi que comme toutes les idoles, mais comme le commun des mortels, il y a quelque chose de plus grand qui est venu la plier
suite à sa pratique extensive de sa carrière en fait. Tous les jours, 2 fois par jour, Vegas, enfermement, en cloisonnement de l'être incroyable qu'elle est, juste dans cette focale. Et tu parlais de John Williams tout à l'heure. Complètement différent. John Williams, à un moment donné, donc suit ses opportunités, mais il est pas juste focalisé sur je joue du piano, et on le voit, hein. Il joue du piano, puis à un moment donné, on lui demande de composer. Et là, il se rend compte qu'il peut plus trop faire les deux. Bon, je vais composer plus tôt. Et puis, il compose pour les films. Mais il a aussi envie de composer ses musiques à lui. Bon, il fait un peu les deux. Il compose des concertos, et puis à un moment donné, il ouvre une école, et il y a quelque chose, voilà, je suis au service de l'humanité au travers de la musique. Mais je ne suis pas juste un joueur de piano, je ne suis pas juste un compositeur de film, je ne suis pas juste un compositeur de concertos, de musique classique, je ne suis pas juste un chef d'orchestre non plus. Enfin, Céline, son obsession dans ce documentaire, ce qu'on nous donne à voir, c'est chanter, être sur scène, chanter, être sur scène. Céline, tu peux enseigner par exemple. Cette conversation n'arrive jamais dans le documentaire. Et je trouve ça étrange parce moi, j'ai l'impression qu'en face d'elle, là, il y a un mur. Plus ça va, plus elle est malade. Alors oui, on l'a vu aux Jeux Olympiques. Et c'était merveilleux. Mais en fait, j'avais pas encore vu le documentaire. D'avoir vu le documentaire, je me dis, non, en fait, il y a rien d'héroïque, entre guillemets, là-dedans. Ou en tout cas, c'est un vieil héroïsme. On est en train de célébrer un abus, une violence. Alors que, en fait, il faudrait célébrer tu nous as tellement donné. Et là, ça va plus, t'es malade, tu peux plus exercer mais vas-y, prends des vacances. Est-ce qu'on souhaiterait pas ça aux gens qu'on aime, à une maman, à un frère ou une sœur, à nos enfants? Pourquoi on exigerait de Céline? Je dis pas que le public est responsable, mais elle se met une espèce de pression avec son public, un truc incroyable. Ils ont raison de m'en vouloir parce que j'ai annulé mes concerts. Céline, ton public veut que tu te reposes. Et si tu remontes jamais sur scène, personne va t'en vouloir. Qui va t'en vouloir? Tu es humaine, en fait. Mais on s'en fiche. On s'en fiche des personnes qui vont lui en vouloir parce que ces personnes-là sont tournées vers elles-mêmes et leur propre plaisir de j'ai payé ma place, je veux mon show, peu importe si en face j'ai une personne qui est malade, qui n'en peut plus et qui ne sait pas s'arrêter. Ou alors des personnes qui vont vraiment écouter et voir ça, genre mais c'est clair que t'arrêtes de chanter, peu importe. Fais quelque chose qui te fait du bien, prends soin de tes enfants, de ta famille, transmets au monde tout ce que tu as appris pendant ces années de chant à ce niveau incroyable, transmets-nous comment aussi tu courbes la réalité, que tu transformes énergétiquement le monde autour de toi, mais prends soin de toi. Et c'est vrai c'est à double tranchant parce qu'on peut en venir à se dire oh là là, en fait l'histoire vous la regardez comme vous en avez envie, vous pouvez regardez comme elle a tenu bon, elle y allait quand même alors qu'elle souffrait. On en voit beaucoup, il y a un joueur au JO de handball, je crois, il s'est coupé un doigt pour éviter que la rééducation prenne trop de temps et l'empêche de participer au JO. Elle en parlait un moment, Anissa. Et en fait, on en vient à ça. On peut voir le guerrier, le héros, le courageux, ou voir mais la personne complètement irresponsable, irraisonnable, qui met en danger sa famille, ou comme on pourrait voir pour Céline, genre mais tes enfants, si à un moment tu meurs sur scène, ce que je te souhaite pas, mais ils ont besoin de leur maman en fait. Et est-ce que c'est ton public qui est plus important, c'est la scène, enfin, et c'est là on a envie de l'aider et de se dire non mais après on n'aide pas une personne qui n'a pas envie d'être aidée et qui ne demande pas de l'aide, mais il y a vraiment la responsabilité, je trouve, du spectateur aussi, ou du fan, genre mais en fait prends soin de toi parce que moi je veux que tu sois là plus longtemps et peut-être que tu mets à écrire des livres et c'est tout aussi bien que et je réécouterai tes anciens albums en fait. Pourquoi il y a des saisons, on en parlait, Schwarzenegger il a fait du culturisme et ensuite il est devenu star d'Hollywood mais genre incroyable et ensuite il est devenu homme politique en continu, il fait de sa salle de muscu, il a toujours son club à Los Angeles je crois et tout va bien. Et en fait, vous avez plusieurs saisons dans votre vie. Et c'est fini ce côté, je suis que le Titanic et point barre. Soit je meurs, soit je continue d'avancer. Bah non, vous pouvez faire plein de trucs. Le Titanic, ça pouvait être un super musée qui serait resté à quai, où dedans il y aurait eu des expos, des films, des trucs. On aurait pu faire des trucs géniaux avec le Titanic à quai, en fait. Ça aurait pu être une salle de concert. On aurait pu faire, je sais pas, plein d'événements de dev perso dedans.
Et donc, je sais pas, tout est possible et c'est à nous de savoir quelle histoire on a envie de raconter et que se dire ah ouais tiens en fait je peux être ça, ah trop bien, bah ouais, et là tout un nouveau monde s'ouvre et on peut faire plein de trucs. Mais j'aimerais que des milliers de fans envoient des lettres à Céline ou que cet épisode tombe dans ses oreilles et genre Céline tu peux faire tellement des trucs différents et en fait je pense que ton public va encore plus t'aimer en voyant, et tant mieux parce que le documentaire je pense a amené beaucoup de vulnérabilité et de transparence que la génération nouvelle le fait très facilement comme tu le rappelais. Au moins, elle a à dire regardez. Et elle s'est montrée en très grande vulnérabilité, de montrer sa crise ou autre. C'est pas facile, hein. Voir une personne toute tétanisée et tout. Peut-être que des personnes d'ailleurs auront du mal à voir ces images-là si vous regardez le documentaire. Mais c'est important qu'elle le montre et qu'elle le regarde aussi, peut-être. Peut-être qu'elle s'est vue avec un regard différent. De se dire mais peut-être que là je crois que c'est pas ok que j'y aille si intensément dans cette envie de chanter, de ne jamais m'arrêter, ou alors elle peut dire mais qu'est-ce que je suis forte et quelle héroïne je suis, parce que c'est une histoire qu'on peut se raconter et vous avez le pouvoir de savoir quelle histoire vous allez vous raconter. C'est ça qui est fou. Donc on aurait le monde entier pour lui dire Céline arrête-toi, il faut que tu prennes soin de toi. Elle pourrait voir toujours l'idée de je suis une héroïne et je veux jamais m'arrêter, et ça c'est son choix et elle a le droit, elle s'est incarnée pour ça aussi et chacun vit ce qu'il a envie de vivre aussi, donc aucun jugement là-dessus, mais waouh, quelle puissance dans tous les cas chez cette femme, ça c'est clair pour moi. Oui. je vois vraiment ça quoi. De la puissance, ça c'est sûr, il y en a de la très très grande puissance, effectivement. Le documentaire, à mon avis, n'exploite que cet angle de vue qui dit elle survit quoi, c'est incroyable, elle est tellement forte, regardez cette héroïne on le voit. Alors, pour les gens qui sont sensibles, toi, t'as mis du temps à vouloir regarder ce documentaire avec moi parce que ça te sensibilise de voir la maladie, le handicap, voilà. La crise de Céline, c'est dans la dernière partie du film. C'est la toute dernière séquence, c'est l'avant-dernière séquence du film. Ok, donc vous pouvez quand même regarder si ça vous intéresse le gros du film, mais je pense que les dernières 15-20 minutes peut-être, voilà, ce sera peut-être warning content. Effectivement, moi malheureusement, j'ai été en présence de ce genre de crise quand j'étais petite avec ma mère. Donc on voit Céline à la fin sur sa table de massage, puisque c'est en commençant à la masser que son masseur se rend compte, je sais pas comment le nommer, je sais plus quel est son titre, massage therapist. Je crois que c'est un massage therapist en anglais, donc son masseur thérapeute de sport. Elle se rend compte qu'elle commence à avoir des spasmes aux pieds. C'est comme ça que ça commence. Et après, tout son corps est pris, et donc il la met sur le côté. Il y a je sais pas si c'est son garde du corps ou qui vient aussi apposer les mains. Voilà, il y a 2 personnes autour d'elle. Il lui donne un traitement nasal. Voilà. Moi, j'ai été témoin de ça quand j'étais petite avec ma mère. Donc, nous, on n'était pas entourés par des professionnels. C'était à la maison avec ma mère par terre sur le carrelage. C'est très impressionnant. Mais en toute honnêteté, pour avoir été spectatrice de ça et avoir du coup dans ma famille quelqu'un qui souffre de ça encore aujourd'hui, quand la personne a fini sa crise, on ne fait pas, moi ne me serais pas venue à l'idée de faire, ça me fait rire, évidemment pas. Et pour le coup, je vais pas être mesurée sur ce que je vais dire, mais je ne comprends pas ce choix de dernière séquence où juste après sa crise, son thérapeute lui met une de ses chansons et elle se remet à chanter. Elle vient d'avoir sa crise et elle chante, elle est là. Ah oui, je sais plus les paroles, mais c'est des paroles de voilà, j'ai survécu à l'adversité. C'est très remotivant comme chanson. C'est une très belle chanson, soit dit en passant, mais jamais je n'aurais fait ça à ma mère. Ça sert bien le propos du documentaire et voilà, ce n'est pas choquant à voir, pas vraiment, je crois pas, ça passe bien, mais en vrai, si moi je me repositionne en tant qu'actrice d'une situation similaire avec quelqu'un auquel je tiens, jamais je n'aurais redonné à ma mère la dose de ce qui lui avait déclenché sa crise en premier lieu. Alors on est au courant qu'il y a des raisons neurologiques de base, on le sait, mais c'est a priori le fait qu'elle soit allée en studio d'enregistrement, qu'elle ait chanté, qu'elle se soit forcée, qu'elle se soit stressée, pas amusée comme elle dit, mais voilà, et qui aurait déclenché la crise. Ok, donc pourquoi lui remettre une chanson, et bien évidemment qu'elle se sent bien à chanter, mais est-ce qu'on redonne à la personne droguée la substance qui de son addiction?
en vrai, on se le souhaite pas. Et je le dis aussi d'expérience, avoir partagé ma vie avec une personne qui avait un problème avec les substances. On est dans une conversation sérieuse. Et moi, quelque part, juste moi, Eugénie, ça m'a dérangée vraiment de voir ça, parce que je pense que il y a une responsabilité, pas simplement de se justifier, voilà pourquoi j'ai annulé mes concerts et pourquoi depuis des années, voire des dizaines d'années, je dis que j'ai une otite et que j'ai truc et que machin, mais en fait c'est pas la vérité. Et ce n'est pas la fin de la conversation. Me semble-t-il que c'est une conversation qui doit continuer par ne glorifions pas ça. Ne glorifions pas ça. C'est grave, c'est important. Qu'est-ce qu'on fait tous ensemble, vous public, et tu vois, tout à l'heure tu disais, bah non, il y a peut-être des gens qui lui en voudront d'annuler ces trucs et ces machins. Alors moi je me souviens quand Michael Jackson est mort, il préparait une tournée. Je travaillais avec une collègue juste en face de mon bureau qui avait acheté ses tickets. Le jour où il est mort, ma collègue n'a pas dit oh mais non mais j'ai acheté mon ticket. Ça fait 10 ans que j'ai envie, je l'ai raté à sa dernière tournée, c'est inadmissible. Mais attendez les gens. C'est comme si j'étais en train d'avoir une conversation avec mes meilleurs amis. C'est dommage que on pousse pas la réflexion. Bien évidemment que ce qu'elle nous montre, c'est grave, c'est important, c'est une conversation actuelle et ça ne s'arrête pas. J'ai fini ma crise, je me redresse et si je dois ramper pour continuer à chanter, je le ferai. C'est pas le point final et ça rejoint ce qu'on disait au début sur la santé mentale. On se souhaite des vies longues, des vies belles, on se souhaite que nos enfants, que les gens qui nous aiment, que l'humanité profite de ce qu'on a donné jusqu'à la fin. Il y a plein de tragédies dans le monde et plein de façons de partir qu'on décide pas mais peut-être qu'on a une petite marge de choix sur ce genre de pathologie, peut-être, je sais pas, c'est dans les nouvelles conversations, tu vois, j'en parle un peu avec ma mère aussi. Dans quelle mesure aujourd'hui on peut aider ton bien-être pour que ces crises soient moins fréquentes. Oui, mais neurologiquement, elles sont aléatoires et trucs et machin. Oui, mais il y a pas un entourage que tu vois, elle a ses spécialistes et elle a ses traitements et il y a quelque chose qui s'est mis en place et qui fait qu'elle a une vie normale aujourd'hui. Tu dirais pas qu'elle est handicapée. Elle est pas en fauteuil roulant, elle est encore en pleine possession de ses moyens. Mais nous on sait qu'il y a plein de choses qu'il faut pas qu'elle fasse, tu vois. C'est comme si je disais à ma mère, maman, tu prends la voiture et tu conduis pendant 5 heures. Céline Dion, en fait, c'est ça son documentaire. Bien sûr, elle va reprendre la voiture, allez, l'autoroute, c'est parti. Allez, hop, maman, vas-y, c'est reparti. Et tu peux aller me chercher un truc à Bordeaux, là, tout de suite maintenant. Enfin, quoi ? Il faut mettre de la conscience sur ce qu'on voit. Et je pense que c'est j'espère, un des derniers documentaires de cet ordre-là, où on nous présente une personne institution dans cette situation-là, qui continuera coûte que coûte. Je pense qu'on va passer à un autre mode à partir de maintenant. Je pense clairement qu'on va passer à un autre mode et parce que, alors après, en tout cas, nous, c'est notre souhait. Et je pense un grand nombre de personnes qui ont touché le burn-out, qui ont touché la grosse dépression, qui ont touché quelque chose de lourd, soit dans leur famille, soit elles-mêmes. Et que aujourd'hui, avec les compréhensions qu'on a, avec les réseaux sociaux, avec le partage d'informations, on est au courant. Et on va regarder ça d'une manière, on va arrêter de glorifier ça parce qu'on a entendu un autre son de cloche et on va se dire, bah en fait non, nous on veut glorifier la santé mentale saine, les femmes apaisées, détendues, qui ont des passions, mais pas à aller être dévorées ou s'oublier ou ruiner leur vie ou leur santé physique, mentale, par juste plaisir et joie que pourrait apporter le temps d'un instant ces passions-là, et d'aller justement goûter la mesure, goûter l'équilibre, et on le voit bien avec la planète. D'arrêter les excès sur la planète, d'arrêter les excès de nos dépenses, d'arrêter les excès divers et variés, d'arrêter les excès de dépenses financières ou d'être mesuré, d'être mature, responsable et d'y mettre du masculin, d'y mettre du cadre, de la responsabilité et de délayer la réception de gratification, de récompense. Parce que seul l'enfant a envie tout de suite d'avoir ses récompenses tout le temps et d'être nourri par ça, alors que sur le long terme, ce qui est beaucoup plus
puissant pour soi et pour son être physique et mental, c'est d'avoir justement ces routines saines, de s'être arrêté au bon moment, de ne pas avoir trop travaillé. Dès qu'on est entrepreneur, on s'en rend tout de suite compte de ça, surtout solopreneur. À son compte, on voit tout de suite, comme on a une multitude de choses à gérer, à quel point ça peut nous dévaster, nous diluer l'énergie à un point très bas et même nous drainer. Et moi, je l'ai vu à un moment à me dire, mais j'adore ce que je fais, mais j'ai plus envie là, parce que je me sens fatigué, j'ai plus de joie ou autre, parce que justement, mes niveaux étaient au plus bas, à force d'avoir trop travaillé, de n'avoir pas appris à m'arrêter. Et aujourd'hui, glorifions justement les personnes qui savent s'arrêter, qui pivotent, qui changent parce qu'à un moment le corps dit stop, et qui ne vont pas jusqu'au crash, jusqu'à la mort, jusqu'à l'handicap, jusqu'à tout ce qu'on a pu voir. Mais je pense qu'effectivement, on est dans un vrai changement, en tout cas je le souhaite. Aujourd'hui, on arrête d'être dans ces excès très immatures. On devient des hommes et des femmes responsables, adultes, et du coup, nos pouvoirs de manifestation sont beaucoup plus grands parce que on est conscient de ce qui se joue, de ce qui se passe. Et donc, on regarde plus du tout un documentaire comme c'est tellement inspirant cette personne qui rampe en arrivant à la fin de son concert, qui tient bon et tout. Mais non, on n'est plus du tout à regarder ça parce qu'on a changé l'histoire qu'on se raconte, je pense, dans l'humanité et de plus en plus, quoi. Moi, effectivement, je suis contente de voir Céline qui remonte sur scène. Ça me fait plaisir. Mais je lui souhaite pas de reprendre au rythme où elle reprend. Et tu disais quelque chose d'important. Tu disais, moi, au bout d'un moment, j'ai plus de joie et je suis bas en énergie. Elle a encore tellement de joie à être sur scène. Mais comme un addict qui a énormément de joie à prendre de la cocaïne, en fait, hein. Oh là là, c'est la meilleure idée du monde, dis donc, à chaque fois qu'ils achètent leur dose. Alors qu'ils savent, quelque part, ils savent toujours. Mais par contre, ça n'empêche pas la prise de substance. Le savoir que ça dégrade n'empêche pas la prise de substance et l'excitation et la joie. Ça prend possession de tout, en fait. Cette espèce d'être omnubilé, et c'est peut-être même pas de la joie. Enfin, c'est des charges hormonales. Mais oui, qui nous font croire que le bonheur c'est là. Dose d'adrénaline et de dopamine, ouais. Pardon de te couper. Le bonheur c'est là, mais en fait non, le bonheur c'est pas là, puisque ça te détruit. Tu l'as peut-être fait à une époque et pendant un certain temps, à une certaine fréquence, mais aujourd'hui, Céline, le bonheur n'est pas dans un système qui te détruit. Donc il faut retempérer cette croyance et aller chercher ailleurs. Alors après, elle pourrait s'inspirer de plein d'autres parcours. Hein. On parlait du professorat, par exemple. Si la scène te détruit, il faut trouver autre chose. Sinon, tu vas mourir, en fait. Et là, ça prend bien le chemin. C'est pas parce qu'on l'a vu remonter sur la Tour Eiffel. Sur la Tour Eiffel, enfin, tout est tellement orchestralement symbolique. C'est incroyable, cette histoire. Mais du coup, merci Céline, parce qu'elle incarne du début à la fin cette narration du j'y vais, je fonce, je suis insubmersible, quoi. Je me demande que va-t-il se passer sur la suite. Ça m'interroge vraiment, surtout avec son retour au JO là. Ouais, et en plus, on va vraiment, c'est dans ces excès d'énergie masculine immature qui s'épanouit dans la douleur, qui s'épanouit dans le fait de souffrir, de dépasser ses limites en permanence. Et ça, c'est aussi très masculin et c'est beaucoup plus viable pour le masculin, même s'il apprend à ne pas dépasser ses limites non plus à ce point-là, que chez le féminin. Une femme a besoin beaucoup plus dans ces espaces de yin, de douceur, de calme, d'intuition, de réception, et donc de quelque chose de beaucoup moins actif. L'action, oui, mais pas à ce niveau-là d'action, ou alors avec beaucoup de délégations hautes. Mais là, on voit bien qu'elle dit oui à énormément de projets, j'ai l'impression encore, et qu'il n'y a aucun stop qui fait que non, ça je peux être à la hauteur d'une Beyoncé ou je ne sais quoi, sans problème, mais avec mon espace safe autour de moi en permanence, ma sécurité mentale, ma sécurité physique, et que j'ai mis des garde-fous par rapport à ça, parce que j'ai un masculin conscient à l'intérieur de moi. Et je ne suis pas en manque de masculin, où j'ai travaillé ce manque, parce qu'on vient évidemment de beaucoup de dysfonctions dans nos éducations et dans nos lignées, qu'on est là pour les transmuter, pour une évolution spirituelle. Et comme le disait bien aussi le bouquin là que je lisais sur l'évolution spirituelle de Scott Peck, non ? Ouais, je crois que c'est Scott Peck, j'oublie souvent son nom. Scott Peck.
Merci, t'as le bouquin juste à côté, tu peux le montrer. Incroyable ce livre, je vais en faire un épisode de podcast. Le but de l'humanité, c'est justement d'incarner cette évolution spirituelle. Et nous sommes dans un monde d'entropie, c'est-à-dire que si on laisse faire, tout dégringole, les arbres poussent dans tous les sens, tout est envahi, les poussières et compagnie, l'être humain c'est pareil, si on n'a aucun contrôle, tout vient couler et déborder, que le rôle de la conscience et de l'évolution et de l'homme, c'est de venir mettre de cette évolution spirituelle et de contrebalancer cette force naturelle à l'entropie et au débordement pour y venir régulièrement mettre du cadre, mettre ce coup de ménage, ce coup de bonne alimentation, ce sport, cette perpétuelle discipline qui nous emmène à toujours remonter un peu cette boule comme Sisyphe en fait, toujours cette grande boule de pierre, parce que c'est ça la conscience, c'est ça l'évolution spirituelle, que d'être conscient à chaque instant, et que le débordement amène forcément la dégradation et un corps et une planète qui en vient de toute façon à s'autogénérer, mais la planète se gérera très bien sans l'homme, mais si l'homme veut rester sur Terre, et bien qu'il apprenne à justement contrebalancer cette force d'entropie naturelle qu'il a en lui, qui est la paresse. Cette paresse aussi, il en parle beaucoup dans le bouquin. C'est tellement important, cette paresse, en fait, finalement, de faire des changements, de sortir de ces efforts, de cette routine qui nous emmène à être dégradé ou à se dégrader, et de prendre conscience et soin de ce monde et de notre monde intérieur et extérieur en permanence. Et effectivement, pour moi, c'est là où on va pouvoir passer sur la dernière partie, où on peut faire un peu de phrase péquesse, c'est par rapport au masculin avec Céline, c'est-à-dire à poser ses limites, à poser ses frontières, et à se dire non, à oser se dire non, et à sentir qu'elle existe avec et sans chanter. Et je vais les faire les phrases juste après, et tu vas me dire peut-être un peu ce que toi tu en penses aussi, Eugénie, parce que tu es formée à la formation PKS et que tu as sûrement des choses que tu as envie de dire, donc ça peut être intéressant de voir de ton point de vue, de ta vibration. Mais il y a l'idée de je suis Céline Dion, c'est-à-dire je suis le Titanic, je suis ce paquebot, je suis cette entité. Donc si elle s'identifie à ça, elle peut que être en permanence dans l'histoire qu'on raconte. Je vais effectivement montrer à quel point je peux dépasser mes plus grandes douleurs pour continuer à chanter, que je peux être cette force incroyable parce que je suis Céline Dion. Soit on est enfermé là-dedans, soit elle peut accepter, comme tu disais dans les Alcooliques Anonymes, cette première étape, c'est d'accepter, en fait. Elle pourrait dire juste, je suis une addicte de la chanson, en fait. Et je m'appelle Céline. Mais juste de reconnaître ça change complètement la narration. Parce que d'un coup, je regarde mon parcours, à quel point j'ai été dans une addiction, mais j'en suis dans tous les cas un merveilleux cadeau de la vie. Hein. Ça ne veut rien dire de qui tu es. Mais l'ego serait dévasté par savoir que comment ça, j'ai été cette personne, en fait, dite toxique, ou qui se sabote, se mutile, se contraint, c'est se mutiler que de mettre des chaussures qui ne vont pas à ton pied. Hein. C'est le corps. Toi, t'as bien vu, t'as fait ça et ça t'a mis 1 an à refaire des ongles parce que t'avais mis des chaussures de mauvaise taille pour danser une soirée. T'imagines? En fait, c'est de la mutilation, c'est de l'auto-mutilation. C'est aussi une manière de se montrer qu'on n'a pas de valeur. À pousser ce corps physique à ce point-là, c'est qu'on a un grand désamour envers soi. Et d'où vient ce désamour, sachant qu'on est des êtres d'amour et de lumière en arrivant sur Terre, c'est mes croyances. C'est vraiment parce qu'on a eu une couche familiale par-dessus qui est venue nous dire le contraire, ou nous montrer, et nous on a interprété l'histoire que de toute façon j'existe pas parce que je n'ai pas de valeur, parce que je ne mérite pas aux yeux de mon père, aux yeux de ma mère, aux yeux de ce qui a pu se passer. Et donc du coup je construis avec cette histoire-là toute ma vie, mais elle peut changer cette histoire. On peut la changer à chaque instant, évidemment refaire sur un temps long, avec un chemin thérapeutique, une transformation émotionnelle et neuronale par rapport à ça. Avant que je fasse mes phrases, moi, tu dirais quoi, toi, pour les phrases que tu conseillerais à Céline, ma chérie? Oula, oui, il y aurait quelque chose autour de « Je suis Céline Dion ». D'ailleurs, est-ce qu'elle s'appelle vraiment Céline Dion? On aurait pu regarder ça, hein. Parce que les artistes, souvent, ont des noms de scène. Non, mais je suis formée au PKS, mais moi, il me faut un peu plus de temps quand même pour réfléchir. Puis je prends des notes en général. Alors, elle m'a dit ça. Ce serait autour de sa capacité à exister en étant elle-même, en fait. Mais pas le label qu'elle estime être elle-même, l'étiquette. Vas-y, commence, chaton. Comme tu dis, par rapport au fait d'exister en tant que tel, c'est...
j'ai toujours le PKS, formulation d'affirmation orale. Il y a une formation aussi, si vous voulez. Vous mettez les pieds au niveau du sol, vous fermez les yeux, vous répétez à voix haute. Et on imagine que c'est Céline qui fait ça. Et je vais imaginer que c'est Céline qui le fait. Comme ça, peut-être ça pourrait travailler dans l'invisible. Après, c'est l'envie ou c'est la pas envie. Je vais pas demander, mais on va faire ça comme on fait pour nos chats. De voir, de dire j'existe et je suis aimé avec et sans chanter tous les jours. Par exemple, ça pourrait être ça, d'aller formuler que j'existe en fait avec et sans chanter, peu importe. Je suis aimé par mon père et je suis reconnu par lui, même s'il ne me regarde pas, même s'il ne m'écoute pas, même s'il n'est pas présent pour moi. Ça serait une phrase, je suis sûr, qui marcherait vraiment bien sur Céline. C'est de conscientiser, en fait, je suis quand même sa fille adorée, je suis là pour lui, mais j'ai vu enfant qu'il n'était pas présent. Mais il m'aimait quand même, ça veut pas dire qu'il ne l'aimait pas. Par contre, surtout en plus dans ces époques-là et tout, il n'y a pas du tout la même conscience de l'importance de la présence, de reconnaître un enfant, mais quand on a 14, quelle montagne, bravo déjà d'avoir réussi à faire ça. Et ça serait vraiment d'accueillir ça. Ça n'a rien à voir. Je me raconte l'histoire en fait que je suis pas vu, que je suis pas aimé, qu'il y a que quand je chante que je vais être vu et exister aux yeux de mes parents. Eh ben non en fait. Parce que je reste, et là on pourrait faire cette phrase-là, papa, maman, je suis votre fille chérie, je suis reconnu par vous, je suis aimé inconditionnellement par vous, même si vous ne me voyez pas, même si je ne chante pas, même si je suis différent de vous, même si je n'écoute pas ce que vous me dites, même si je fais un chemin tout différent de celui que vous me conseillez. On pourrait faire quelque chose aussi comme ça. Et de se dire que je peux être déloyal à ça, en fait, aussi. Il faudrait voir la lignée de sa mère, la lignée de son père. En fait, papa, maman et toute la lignée des hommes et des femmes derrière vous, je vous suis déloyal à la croyance que je dois me sacrifier pour les autres pour être aimé. Et que c'est bon d'être déloyal à ça. Pour moi, il y a l'idée aussi beaucoup du sacrifice. Sa mère s'est sacrifiée. Quand on a 14 enfants, voilà la vie qu'on a choisie pour l'autre. Je ne pense pas qu'elle avait énormément d'espace pour elle. Donc on se sacrifie, c'est un choix de vie. Être au service de l'autre. Être au service de l'autre. Il y a quelque chose de cet ordre-là avec Céline. Ouais. Et ça, c'est du côté de sa mère. Tu pourrais formuler quoi, toi ? Je suis aimée, reconnue et considérée par ma mère, même si je ne fais rien. Et même si je n'ai pas de mission. Ouais, ou même si je n'aime personne autour de moi. Ouais. Même si je prends... Et on pourrait voir ça aussi dans l'idée de prendre du temps pour soi. Je suis aimé et respecté par ma mère et par mon père, même si je ne fais rien du tout pour la famille. Même si je suis allongé sur un canapé et que je prends du temps pour moi. Ce genre de choses autour du bien-être pour soi. Et même si je suis égoïste et que je ne pense qu'à moi et pas aux autres. C'est vraiment autour... Voilà, on a de la mère sacrificielle là-dedans. Donc Céline finalement se sacrifie pour son public, sa mère s'est sacrifiée je pense pour ses enfants, mais du coup en miroir Céline sacrifie ses enfants parce que je pense qu'elle passe pas beaucoup de temps avec eux, ou même si elle passe beaucoup de temps avec eux, j'ai l'impression qu'elle consomme énormément ce qui lui reste de vie avec le fait de continuer à être dans ces énergies-là. Bien sûr, c'est des suppositions avec ce qu'on a vu. Et qu'il y a forcément... je me sacrifie moi parce qu'elle sacrifie son temps de bien-être, sa vie et autres. Il y a l'idée de sacrifice, vraiment, je pense. Parce qu'elle a vécu ça. Son père et sa mère se sont sacrifiés pour eux. Donc il y a l'idée de... Ça peut être différent avec toi, surtout aujourd'hui avec l'abondance que tu as accumulée et comment tu courbes la réalité. Et ouais, il y a de l'existence. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre aussi ? C'est... je suis aimé et apprécié de mon public... même si j'annule tous mes concerts au dernier moment et que je prends soin de moi. On pourrait tout à fait dire ça, parce que c'est ce curseur qu'elle s'autorise pas à avoir, qu'elle a mis du temps avec son documentaire et tout, qu'elle peut clairement incarner parce qu'on va encore plus l'aimer. Une partie va l'aimer, une partie va pas l'aimer. Dans tous les cas, il y aura toujours des gens qui vont se dire mais c'est inadmissible quand même. Même si une grande majorité va dire mais merci parce que Céline, elle va mieux et qu'elle va prendre soin d'elle. Et que souvent ça reste un des derniers bastions de la santé, genre ouais, cette personne elle est handicapée ou ça va pas, on tire pas sur une ambulance quoi en général. Donc ça peut être, c'est facile de dire ouais, souvent c'est l'excuse qui vient, j'ai une maladie donc je ne peux pas venir à une soirée. Tu vois, ça peut être ce truc là, je sais au moins que je suis emmerdé par personne. Bah oui, il est malade. Et le courage c'est de dire je viens pas, je suis en super forme, je préfère rester chez moi et je vais pas venir. Et j'ai pas envie de boire d'alcool. Dire non. Je vais dire non. Dire non quoi. Ouais. Avant d'avoir des choses qui montent à la surface et des manifestations physiques et
C'est ça. Hein. Et donc l'idée aussi, je suis aimé par ma mère et par mon père. Je suis leur fille chérie et un vrai cadeau de la vie pour eux. Même si je leur dis non, même si je pose mes limites et même si je m'écoute inconditionnellement. Ça pourrait être autour de ça aussi. Il faudrait formuler. Faites-le chez vous. Vous voyez comment ça marche. Si ça résonne dans le corps, toujours. Et ça serait hyper intéressant, en tout cas, de proposer cette narration à notre chère Céline Dion, qui est une autre proposition, mais qui peut, du coup, avoir sa logique dans le schéma et dans la manière dont on observe les choses, mais qui a également toute sa logique, et l'ego et le système valide la logique que Céline a choisie, de je suis Céline Dion, je suis une entité puissante mondiale, et effectivement, j'ai les épreuves à la hauteur de ça, et je m'en relève en permanence. Donc vous attirez, vous manifestez les épreuves dans vos vies, en fait. Donc les épreuves physiques, les épreuves humaines, les épreuves financières ou autres, vous les manifestez parce que il y a un intérêt pour votre système de valider que regarde, on s'en est sorti. C'était chaud, hein, mais on s'en est sorti. Et c'est aussi une vie que vous avez choisie. Donc, qui on est pour dire que, bah non, il faut pas faire comme ça. Si t'as choisi, c'est génial, mais t'as les conséquences des choix que tu fais. Donc moi, effectivement, j'ai eu les conséquences l'année dernière des choix que je faisais je veux une médaille, je veux toujours que ça soit dur, difficile, je veux pas me faciliter la vie parce que je grandis avec le fait qu'il faut travailler dur, que mes parents travaillaient dur, se sont sacrifiés, ont eu 3 enfants, mon père avait 3 entreprises avec 200 personnes, ma mère avait un restaurant, elle devait se lever super tôt, partait tard et tout. Bah pour moi, c'était normal. Alors qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout dans le même monde, donc on peut faire les choses complètement différemment. Je peux avoir qu'une seule offre, parler de temps en temps sur les réseaux de manière régulière dans la même direction et que j'ai des gens qui vont venir et qui vont m'apprécier, qu'au contraire, plus je prends soin de moi, plus les gens viennent et que ça peut être tout calme. Et je peux mettre des sous de côté et que j'ai pas besoin de tout saboter. Waouh, bah ouais, mais ça c'était l'histoire que je me racontais, elle change en permanence notre histoire. Donc c'est ça, la puissance que l'on a à l'intérieur de nous, on peut tout changer, même à des niveaux aussi puissants que ceux de Céline, même si effectivement ça demande beaucoup d'ajustements, hein, quand on a toute une entité comme elle a développé pendant autant d'années, ça demande de déléguer, structurer, d'arrêter, de fermer des contrats, de négocier. J'imagine même pas la machine qui a été mise en place depuis toutes ces années, mais c'est possible. Si c'est un choix que vous faites consciemment, c'est possible. Il me semble que c'est pas beaucoup plus simple pour le commun des mortels, en vrai. Je pense qu'on se crée effectivement cette histoire parce qu'elle est légendaire c'est compliqué, les contrats. Et oui, la dimension des institutions et la complexité des contrats est certainement plus compliquée, mais quand c'est arrivé à ma mère, qui était profession libérale et que du jour au lendemain, elle n'a plus pu travailler, puisqu'elle en était dans l'incapacité, ça a pris des années pour elle aussi, personne du commun des mortels, pour fermer son cabinet, pour faire toutes les démarches administratives, pour avoir le suivi médical qui allait, pour aller dans les institutions spécialisées, pour essayer des traitements. Et c'est pas plus simple pour le copain des mortels. Je crois, pour le commun des mortels. Et évidemment, mais est-ce que la difficulté de passer par cette étape n'est pas le miroir de la difficulté que c'est de ne pas passer par cette étape, puisque de toute façon la maladie, l'adversité, l'obstacle insurmontable est là, quoi qu'il en soit. En fait, tu peux passer au travers avec autant de résistance, ou tu peux le prendre en considération et avoir de la résistance tout de même. Le chemin, de toute façon, est un chemin de résistance à partir de ce moment-là, parce qu'il y a un problème, il y a une alarme rouge qui se met en marche. Ça va pas être facile sur le reste du chemin, quel que soit le chemin. C'est juste une fourche, hein. Et en fait, t'as raison parce que t'as l'idée d'inertie avec. Si on a forcé dans une direction, je pense cet exemple où on disait souvent d'une personne qui a pris beaucoup de poids pendant des années, va prendre des années à perdre du poids et à rétablir sa musculature, son corps et tout, parce qu'il y a une inertie avec tout ce qui a été mis en place, comme pour la drogue, pour l'alcool ou autre, ou une rupture. Tout ce qui a été mis en place pendant des années, à un moment, pour passer à une autre relation, ça a un temps d'intégration, de transformation. Et donc, effectivement, à la hauteur de l'espace dans lequel vous avez forcé, l'énergie que vous avez mis en résistance avec ce qui était bon pour vous, vous allez forcément avoir plein de choses en contrebalance à nettoyer une fois que la décision a été prise. Donc à intégrer, à libérer. On parle de les deuils, les ruptures. Enfin, on a beaucoup d'émotions. Ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Je passe à autre chose alors que j'ai décidé, oui, du jour au lendemain, peut-être, en tout cas sur le moment, de dire j'arrête cette relation ou on me quitte. Il y a plein de choses qui viennent avec le freinage du truc. Il y a l'inertie qui fait que dans tous les cas, vous prenez toute cette force-là. Donc c'est un choix qui implique des conséquences, parce que si t'as foncé pendant 40 ans dans une vie, c'est pour ça souvent, c'est tellement plus douloureux de changer que de rester dans la même direction, quitte à ce que ça soit le crash, parce qu'en fait c'est trop douloureux de changer sa vie
et qu'on préfère rester dans cette douleur-là, quoi. Et à un moment, c'est peut-être un point de non-retour, hein, tu vois. On a une vraie peur du changement, on a une vraie peur de la transformation. Pas quand on regarde un film et qu'on voit la transformation d'un autre personnage et c'est merveilleux et ça prend tout son sens. Mais dans notre vraie vie, je regardais là Elisabeth Gilbert, elle en parlait encore, j'ai vu ça hier, je crois, un extrait de podcast qu'elle vient d'enregistrer où elle disait ces espaces de transformation sont incroyables, donnez-vous le temps de vivre dedans. Et quand on connaît son histoire, on sait qu'elle en a traversé 2 ou 3 quand même, des gros espaces de transformation, dont des très grave, très très impactant, hein, avec le décès de sa précédente compagne et le fait de l'avoir accompagnée sur les derniers mois de sa vie, alors qu'elle se savait condamnée. Enfin, et elle disait, et elle l'a vécu de l'intérieur, donc on a envie de la croire aussi, ces espaces de transformation, si on prenait seulement le temps de les vivre. Mais on est tellement dans l'inconfort et on veut que ce soit passé vite. Et on le voit aussi dans l'astrologie, on le voit dans les saisons, on le voit, l'hiver, il pleut, il y a pas de soleil, vivement que ce soit passé, que ce soit le printemps. Je sais pas, en fait. Et de plus en plus, par contre, il me semble qu'on a cette conversation autour de, mais chaque saison, mais vraiment cette conversation, pas juste pour faire joli et dans nos cellules, j'entends. Finalement, chaque saison a vraiment sa place. Et finalement, Noël, on se précipite, et les cadeaux, et les repas en famille, et les conversations désagréables et tout. On est content quand ça s'arrête, parce qu'en vrai, la nature, elle fait pas grand-chose là, hein. Les animaux, ils sont encore en train d'hiberner, il y a rien qui pousse, la terre est gelée. C'est pas la saison de s'activer, en fait. Et il y a une saison où c'est ok de pas s'activer. Et je pense qu'on est en train d'intégrer ça vraiment, ou de réintégrer, à mon avis, à une époque, peut-être pas si lointaine, on était ok avec ça aussi, hein. C'est l'hiver, on va planifier le jardin pour l'année prochaine, mais on va rien pouvoir faire, parce qu'on était contraint par les forces extérieures. Maintenant qu'on vit dans des sphères complètement énergétiques et différentes, il y a pas de saison sur Internet, hein. Il y a pas de saison de l'auto-entrepreneuriat, enfin, en tout cas, sans y mettre de la conscience, ce qu'on essaye de faire nous aussi. Regarde, comme on aurait pu ne pas s'arrêter à Noël, hein. On aurait pu faire le repas de Noël et puis le lendemain repartir au travail. Et enfin, on est vraiment dans un espèce de char sans stop, quoi. Et Céline Dion, c'est ça, c'est le Titanic. C'est le Titanic. Alors après, pop culture, si on se réfère au film, il y a quand même le capitaine qui a dit « Je crois pas que ce soit une très bonne idée de mettre tous les moteurs à fond ». Mais c'est l'ingénieur du Titanic dans le film, j'entends, qui lui a dit « Mais non, mais il y a aucun problème ». On se rend compte aussi que dans l'équipe, donc en nous, il y a quand même cette petite voix. Je crois pas qu'on soit juste lancé à toute berzingue sans jamais, à un seul moment avoir la conscience que va peut-être falloir faire autrement. Il y a peut-être une autre façon de faire et ça va peut-être pas être confortable, mais il y a, je crois qu'on a toujours en fait la conscience d'avoir le choix, mais que le changement fait tellement peur qu'on n'y va pas et qu'on se fait croire qu'on n'a pas le choix parce que ça a toujours été comme ça et que du coup, c'est comme ça que ça doit se finir. On voit où ça mène. Effectivement. Et en tout cas, pour terminer cet épisode, prenez soin vraiment de votre santé mentale et regardez qu'à chaque fois, vous avez le choix. Mais chaque choix va demander du courage, aura ses conséquences. Vous êtes responsable de ce que vous créez. Vous pouvez reprendre la barre du navire à chaque instant. Et vous êtes dans tous les cas des merveilleux cadeaux de la vie. Ça ne veut rien dire de Céline et de l'être d'amour qu'elle est que d'aller dans cette direction. Ça parle de son ego, ça parle de schéma, ça parle de résistance, ça parle de peur, ça parle de blessures d'enfants, ça parle de tout ça. Et que ça, si on s'y attelle, on peut les transformer. Ça demande du temps. Mais dans tous les cas, ça reste une merveilleuse femme, un être d'amour, et qu'on est chacun et chacune des personnes de la même valeur sur cette terre, et que toutes les histoires qu'on nous a racontées peuvent être déconstruites et on peut en raconter des nouvelles et vous pouvez transformer vos vies. Le monde est rempli de personnes qui ont transformé leur vie depuis la nuit des temps et qu'aujourd'hui vous avez accès à des milliards de contenus où vous allez pouvoir trouver ces personnes-là. Nous, à notre échelle, on aide des personnes et on se transforme nous-mêmes aussi dans nos relations, dans ce qu'on a vécu. Hein. Le bateau est plus petit que l'énorme paquebot de Céline Dion. Mais c'est génial de voir qu'on reprend le contrôle de sa vie et des choix que l'on fait en y mettant de la conscience, en y mettant de l'amour pour nous et en prenant le temps de se poser des questions et en prenant le temps de s'arrêter, d'écouter les saisons. Et je pense qu'on vient vraiment dans cette période-là où on revient à un rythme naturel, où on apprend à voir qu'il y a plus grand que nous, donc le spirituel, que nos idoles ont des failles. C'est pas parce qu'elles sont aussi haut placées qu'elles ont raison et qu'elles sont modèles. Aujourd'hui, on remet en question les modèles
et on horizontalise et on s'inspire de personnes qui sont sur les réseaux et qui ont tout autant de puissance et de valeur à nous transmettre. Et comme vous pouvez raconter des choses comme nous on le fait. On s'autorise à raconter ce qui nous fait vibrer. Et vous pouvez en faire de même. Et vous allez voir qu'il y a une audience, il y a une tribu qui va résonner avec ça. Et je trouve que c'est un beau chemin aussi que d'aller transmettre ce qu'on vit comme transformation. Parce que quelle histoire elle pourrait raconter, Céline, en YouTube, en Insta, en newsletter, en doc, de tout ce qu'elle transmet dans cette transition de vie de j'arrête tout, j'ai compris, et bim, maintenant voilà mon étape, et je repasse par là, puis il y a tel machin, puis j'ai fait cette expérience avec le PKS et Julien et Eugénie, c'était incroyable. Elle pourrait raconter tout ça, ça serait incroyable de lire ça, de voir ça. Et je trouve que la jeune génération s'en empare très facilement de raconter sa vie, ses épreuves, ces espaces-là. Et que l'ancienne génération pourrait en faire de même avec l'impact qu'elle a, parce que nos aînés ont un impact immense que nous, on n'a pas. Et qu'ils peuvent être au service du monde en mode genre, mais maintenant, stop, là, le burn-out, la santé mentale, on en parle et Céline Dion devient leaduse là-dessus. Ça serait incroyable. Il y a tellement de choses à transmettre pour ces personnes-là. Elles ont un impact incroyable. C'est ça l'influence. Vous avez un impact immense. Donc choisissez bien ce que vous allez mettre en avant. Mais vous êtes dans tous les cas des merveilleux cadeaux de la vie. Donc écoutez cette intelligence à l'intérieur de vous. Tu veux terminer comment, ma chérie ? C'était beau. Je crois qu'il faut terminer comme ça, je crois. Comment tu repars ? Je repars bien, je suis remontée en énergie, mais quand même, c'est l'heure du goûter. Donc je vais manger quelque chose après cet enregistrement. Yes, pareil, moi aussi. Merci beaucoup. Continuez de nous suivre. Allez sur nos Insta respectifs. Tout est dans la description. Corrigez-nous si vous avez vu des erreurs, vous avez des interprétations et tout. Les commentaires. Les documentaires sont là aussi pour ça. Faites un documentaire sur nous si vous avez envie. Faites votre documentaire. Faites votre propre documentaire, comme je disais. C'est tellement... Vos vies sont passionnantes. En fait, regardez-les comme une série Netflix. Vous allez adorer ça. Et puis voilà, merci pour cet épisode, c'était le numéro 8 sur Céline Dion. Et si Céline, tu nous as regardé, beaucoup d'amour pour toi, avec joie de t'offrir toute une série de séances pour toi, avec grand plaisir, parce que franchement c'est incroyable cette puissance que tu as et j'adorerais échanger avec toi. Et toi Eugénie, t'as un mot pour notre chère Céline ? Céline, on t'aime, que tu sois sur scène, que tu ne sois pas sur scène, que tu chantes, que tu ne chantes pas. Que tu sois en pleine santé, que tu sois malade, on t'aime. Parce que je suis Céline Dion, mais là, du coup, je vais un peu paraphraser Anissa, qui en avait parlé en premier, parce que c'est elle qui avait vu le documentaire en premier. Je suis Céline Dion devrait s'appeler Je suis l'amour. Et Céline, si tu veux qu'on t'aide, si tu veux qu'on fasse partie de la team qui t'aide à atteindre ça, mais contacte-nous. C'est clair. Et cette question qui me fait penser, on terminera là-dessus, je suis l'amour, qu'est-ce que l'amour dirait dans cette décision que vous allez prendre, dans cette parole que vous vous êtes dite ? Est-ce que si vous vous aimiez vraiment, et comme le disait Elisabeth Gilbert, est-ce que en fait cette voix la plus bienveillante pour vous, ça serait pas justement Dieu et que ça serait l'amour ? Est-ce que justement l'amour vous dirait cette phrase que vous vous envoyez sur vous, votre physique, votre entreprise, que vous voulez ? Est-ce que l'amour continuerait de s'acharner dans cette direction, dans cette relation où vous sentez bien qu'il y a de l'humiliation, qu'il y a un grand désintérêt ou que cette personne ne vous respecte pas à la hauteur de qui vous êtes ? Qu'est-ce que ferait l'amour dans cette situation ? Et en fait, les décisions sont beaucoup plus simples. Vous allez voir à quel point je suis l'amour, ça résout... tous les problèmes de votre vie, sauf qu'effectivement, il faut oser ensuite l'incarner. Et ça, c'est une autre paire de manches. Merci à toutes et tous. Merci, mon amour. Dernier mot ? Bisous. Ma petite Amélie, vous n'avez pas des os en verre. Vous pouvez vous cogner à la vie. Si vous laissez passer cette chance, alors avec le temps, c'est votre cœur qui va devenir aussi sec et cassant que mon squelette. Alors, allez-y, nom d'un chien.